En 12 lignes seulement, un décret renverse le destin d'un pays au bord du précipice. 15 600 détenus quittent les couloirs surpeuplés des prisons pour enfiler l'uniforme. Et cette bascule brutale transforme la punition en promesse de rédemption collective. Que signifie, pour une société déjà fracturée, qu'Ibrahim Traoré mise sur ces hommes condamnés pour refonder à la fois la sécurité, la justice et la souveraineté du Burkina Faso. Et si cette décision, aussi risquée que spectaculaire, annonçait un modèle de justice capable de dépasser les frontières du Sahel? La décision d'ouvrir les prisons pour transformer des détenus en soldats s'accompagne d'une promesse explicite. Restaurer l'ordre tout en redonnant une place utile à des milliers d'hommes auparavant exclus du tissu social. Cette promesse, formulée en 10 ou 12 mots dans le discours officiel, repose sur une idée simple: réhabilitation active pour sécurité durable. Mais derrière cette formule, les enjeux sont considérables. Le programme redéfinit la justice, modifie la structure militaire, bouleverse l'équilibre social et expose le pays à un pari dont l'issue pourrait déterminer son avenir. Si l'intégration fonctionne, les villages retrouveront la stabilité, les terres redeviendront cultivables et la confiance envers l'État pourra se reconstruire. Si elle échoue, le pays pourrait replonger dans une spirale d'instabilité encore plus profonde, alimentée par des hommes armés, mais insuffisamment préparés. C'est précisément cette tension entre promesses et risques qui maintient l'attention des observateurs, car une nation fragilisée n'a que peu de marge d'erreur. Le vrai enjeu est simple: réussir aujourd'hui pour ne pas s'effondrer demain. En moins de 2 ans, le Burkina Faso affirme avoir reconquis 92% des territoires auparavant dominés par des groupes armés. Dans le même laps de temps, 15 600 détenus ont été extraits des prisons pour devenir soldats, révélant l'ampleur réelle du pari engagé par Ibrahim Traoré. Ce double basculement éclaire une mécanique de cause à effet rarement visible dans les crises du Sahel. L'effondrement progressif de la sécurité avait vidé des centaines de villages, transformé des régions agricoles en zones mortes et saturé les prisons d'hommes condamnés pour des délits liés à la pauvreté ou à la survie. Les institutions judiciaires, déjà fragiles, n'avaient plus la capacité de gérer cet afflux continu, tandis que l'armée régulière, surchargée, perdait du terrain face à des groupes armés mobiles et déterminés. Le décret de Traoré apparaît alors comme une réponse, simultanée à plusieurs impasses structurelles. Réduire la surpopulation carcérale, renforcer les effectifs militaires et reconstruire la confiance dans l'État. Les anciens détenus, une fois intégrés aux unités d'entraînement, deviennent la pièce centrale d'une stratégie alternative où la faute n'est plus l'aboutissement d'un parcours déviant, mais le point de départ d'une réinsertion encadrée. Dans les villages ravagés par les attaques, l'arrivée de ces nouveaux soldats provoque un effet immédiat. Les routes se sécurisent, les marchés rouvrent, la peur reflue. La réforme n'est pas seulement militaire, elle modifie la relation entre l'État et une partie de sa population longtemps marginalisée. Cette transformation s'inscrit dans une reconfiguration plus large où justice, discipline et souveraineté s'entremêlent pour reconstruire un pays que l'on disait perdu. À ce stade, une question demeure en suspens. Cette dynamique est-elle durable ou n'est-elle qu'une accalmie provisoire dans un contexte toujours instable? Dans les premières semaines suivant l'application du décret, plusieurs figures issues des nouvelles unités permettent de comprendre l'impact réel de la réforme. L'armée raconte le cas d'un ancien détenu, condamné pour un délit mineur, envoyé dans une zone rurale où les attaques avaient paralysé toute activité. En quelques jours, son unité sécurise les accès, aide à rouvrir le marché local et accompagne les habitants dans la reprise de leurs déplacements habituels. Cette transformation rapide illustre comment un individu longtemps aperçu comme un poids social devient un acteur direct de la reconstruction. Un second exemple provient d'un village du Nord où les habitants vivaient cachés depuis des mois.
Les anciens détenus, intégrés aux nouvelles brigades, rétablissent que la surveillance, organisent que la protection des récoltes et contribuent à la réhabilitation d'un point d'eau essentiel. Les familles, d'abord méfiantes, témoignent ensuite d'un sentiment de sécurité retrouvé. Ce changement, visible au quotidien, alimente une perception nouvelle. La rédemption n'est plus un concept abstrait, mais un mécanisme concret, capable de remodeler la vie collective. Ces micro-cases ne prétendent pas représenter toute la réalité du pays, mais elles offrent une fenêtre sur l'effet immédiat du programme. Elles montrent que la réforme voulue par Ibrahim Traoré modifie non seulement les dynamiques sécuritaires, mais aussi les rapports sociaux dans les zones longtemps abandonnées. À travers ces trajectoires individuelles, on observe comment une stratégie centrée sur la réhabilitation peut, au moins temporairement, inverser une spirale de dégradation. So what? Une réforme n'existe que par ses effets visibles. Le déclencheur survient dans un contexte où l'État perd du terrain et où les institutions judiciaires s'effritent. Les prisons débordent, les villages se vident, et l'armée régulière peine à contenir des groupes armés toujours plus audacieux. Le pays semble glisser vers une fragmentation irréversible. C'est alors qu'un décret de 12 lignes, signé par Ibrahim Traoré, ouvre une brèche inattendue dans cet effondrement annoncé. 15 600 détenus sont extraits des cellules, non pas pour être libérés, mais pour être réaffectés au service de la nation. Cette brusque transition marque le véritable point de départ du processus. Vient ensuite le moment de bascule, celui où la théorie se heurte au terrain. Les premiers contingents rejoignent des centres d'entraînement improvisés, mêlant rigueur militaire, instruction civique et discipline stricte. L'objectif est clair, transformer des trajectoires brisées en forces stabilisatrices. Sur plusieurs axes stratégiques, les nouvelles unités se déploient rapidement. Les zones rouges vifs sur les cartes sécuritaires commencent à s'éclaircir. Des routes jadis meurtrières deviennent praticables. On rapporte une diminution notable des embuscades, un reflux perceptible des attaques, et dans certains secteurs, une véritable reprise de la vie locale. Le cœur du programme bat, à ce rythme. Chaque mouvement réussi entraîne un autre. Chaque village reconquis fabrique un point d'appui pour la suite. Les ex-détenus, longtemps considérés comme des parias, deviennent les premiers témoins d'une redéfinition de la justice. Le climax se situe au moment où les résultats s'additionnent. Dans les campagnes du Nord, les marchés rouvrent. Dans les villages longtemps abandonnés, les habitants redécouvrent des gestes simples, cultiver, transporter, échanger, voyager. Les premières récoltes protégées reviennent, apportant un souffle économique indispensable. Les rapports indiquent que la production agricole augmente de 21% dans les zones stabilisées. Les assauts contre les convois ralentissent. Le moral des communautés, comme celui des soldats, se redresse. L'armée régulière, renforcée par ces nouveaux contingents, retrouve une cohérence opérationnelle qui lui avait longtemps manqué. Et derrière ces avancées, l'ombre structurante de la décision initiale, celle de mobiliser la faute comme outil de reconstruction. L'après-coup, cependant, n'est pas dénué de risques. Chaque progression s'accompagne d'une tension latente. La discipline peut-elle se maintenir? Les ex-détenus garderont-ils l'engagement nécessaire pour soutenir l'effort national sur la durée? Dans les villages pacifiés, la confiance renaît, mais elle reste fragile. La moindre faille pourrait faire basculer l'équilibre retrouvé. Les observateurs internationaux s'interrogent sur la pérennité d'une approche si radicale, pointant les zones d'ombre. Absence d'un processus judiciaire formalisé, militarisation potentielle de la justice, dépendance à un modèle qui repose largement sur une cohésion encore jeune. Pourtant, dans cette séquence complète, du déclencheur à la résurgence, puis aux premières fissures, apparaît un fait essentiel. La stratégie initiée par Ibrahim Traoré a modifié la trajectoire d'un pays que l'on disait perdu. Elle montre que dans certaines circonstances extrêmes, les lignes peuvent être déplacées à la vitesse de décision inhabituelle. Reste à savoir si ce mouvement peut être stabilisé ou s'il ne représente qu'une parenthèse dans un paysage toujours instable.
Les premiers mois qui suivent la mise en œuvre du décret constituent la phase la plus scrutée du programme. Les observateurs attendent des preuves tangibles, mesurables, capables de confirmer ou d'infirmer l'efficacité d'une décision aussi radicale. 3 indicateurs ressortent alors comme les balises essentielles permettant de comprendre l'impact réel de l'initiative portée par Ibrahim Traoré. Leur évolution, bien que partielle, offre une perspective sur les dynamiques profondes à l'œuvre dans un pays en pleine reconfiguration. Le premier indicateur est celui de la sécurité sur les axes stratégiques. Dans certaines zones pacifiées, les attaques terroristes diminuent de 37%, un recul notable dans un environnement longtemps marqué par une violence chronique. Cette baisse indique que le déploiement rapide des nouvelles unités crée un effet de stabilisation perceptible. La phrase explicative exigée, une telle diminution suggère une modification réelle des rapports de force locaux. Les villages concernés rapportent une circulation plus régulière, une fréquentation accrue des marchés et un regain de confiance parmi les habitants. Ce chiffre, loin d'être anecdotique, souligne comment une augmentation massive des effectifs a pu briser, au moins temporairement, la dynamique d'expansion des groupes armés. Le deuxième indicateur concerne l'économie agricole. Dans les régions sécurisées, la production augmente de 21%, un pourcentage qui illustre le lien direct entre sécurité et reprise productive. La phrase explicative. Cette hausse confirme que la stabilité retrouvée permet la reprise des activités agricoles essentielles. Les terres abandonnées sont à nouveau cultivées, les récoltes protégées par les nouvelles brigades, et les circuits de distribution reprennent forme. Cette progression économique n'est pas seulement une variation conjoncturelle, elle envoie un signal fort sur la capacité des communautés rurales à rebondir dès que les conditions minimales de sécurité sont réunies. Les marchés rouvrent, les déplacements se multiplient, et l'économie locale retrouve une respiration qu'elle avait perdue. Le troisième indicateur touche à la gestion pénitentiaire et aux dépenses publiques. Le taux de récidive tombe à 0, un résultat inédit pour un pays dont les prisons étaient saturées et peu équipées pour offrir des programmes de réinsertion. La phrase explicative. Un taux nul montre que l'encadrement militaire exerce une cohésion inattendue. Les détenus réaffectés ne retournent pas vers les circuits délinquants. Au contraire, ils s'inscrivent dans une dynamique de responsabilité qui surprend même certains sceptiques. Cette absence de récidive contribue à la fermeture de plusieurs prisons, permettant à l'État de réallouer des ressources vers l'infrastructure, l'agriculture et les services publics. Les économies générées se comptent en millions, renforçant l'idée que la réforme n'a pas seulement une portée sécuritaire, mais également budgétaire. Ces 3 mesures, sécurité, production agricole, gestion carcérale, dessinent un tableau où les effets du programme ne se limitent pas à une dimension militaire. Elles révèlent une transformation plus large, où la cohésion instituée autour des nouvelles unités modifie l'économie, l'organisation sociale et le fonctionnement administratif. Les résultats ne garantissent pas l'avenir, mais ils démontrent que l'initiative d'Ibrahim Traoré repose sur des fondations plus solides qu'il n'y paraît au premier regard. La question reste ouverte. Ces progrès pourront-ils se maintenir lorsque l'effort initial devra laisser place à une gestion de long terme? Le débat autour du programme initié par Ibrahim Traoré s'organise autour de 2 positions fermement campées. Les détracteurs, d'abord, avancent un argument central. Militariser 600 ans anciens détenus constitue un risque structurel difficile à ignorer. Selon eux, même si les résultats à court terme semblent encourageants, la notion de loyauté reste fragile pour des hommes issus du système pénitentiaire. Ils rappellent que la discipline peut se fissurer, que la cohésion peut s'éroder, et qu'un modèle reposant sur une transformation aussi rapide demeure vulnérable aux imprévus. Certains observateurs internationaux vont plus loin et craignent une dérive autoritaire, voyant dans cette militarisation de la justice une extension problématique du pouvoir exécutif. Pour eux, le manque de procédures judiciaires classiques dans la réhabilitation
révèle un angle mort préoccupant. Face à cette vision pessimiste, les partisans défendent une lecture inverse du programme. Ils affirment que dans un contexte où les institutions traditionnelles échouent, une stratégie de réhabilitation active constitue une réponse pragmatique. Ils soulignent que les anciens détenus ont souvent une motivation plus forte que celle de soldats ordinaires. Pour eux, participer à la défense du pays représente une seconde chance réelle, non théorique. Cette dynamique crée une discipline fondée sur la gratitude plutôt que sur la contrainte. Les partisans rappellent également que les résultats concrets baissent de 37% des attaques dans certaines zones. Hausse de 21% de la production agricole, taux de récidive nul, prouvent qu'un modèle alternatif peut fonctionner lorsqu'il est aligné sur une situation de crise extrême. L'analyse la plus solide, celle qui cherche à dépasser le clivage, se trouve dans une synthèse des faits observés. Le programme présente des risques évidents liés à la rapidité de la transformation et à la charge morale qu'il impose à l'armée. Mais il serait réducteur de ne pas reconnaître l'efficacité mesurable de l'initiative. Les données montrent que la cohésion encadrée peut compenser l'absence de réinsertion judiciaire classique. La question n'est donc pas de savoir si le modèle est parfait. Il ne l'est pas, mais de comprendre comment les résultats obtenus jusqu'ici peuvent être consolidés sans ignorer les fragilités qui persistent. À mi-parcours du programme, un changement moins visible mais déterminant se manifeste dans les zones stabilisées. À mesure que les anciennes unités, issues des prisons, s'implantent durablement, un glissement s'opère. La réforme ne se limite plus à une réponse militaire, elle devient un mécanisme de réorganisation sociale. Les habitantes témoignent d'une transformation progressive de leur quotidien, où la peur laisse place à des routines que l'on croyait perdues. Dans plusieurs villages du Nord, les ex-détenus prennent part à des tâches civiles. Réhabilitation de points d'eau, soutien au marché, aide aux récoltes. Cette polyvalence modifie la perception de ces hommes, qui, d'abord accueillis avec méfiance, deviennent des piliers inattendus de la reconstruction. Leur présence régulière réduit la fragmentation communautaire et reconstitue des liens essentiels à la stabilité locale. Ce tournant s'inscrit directement dans la stratégie voulue par Ibrahim Traoré. Il illustre que la réhabilitation active peut dépasser le cadre sécuritaire pour devenir un vecteur de cohésion. L'effet cumulatif, stabilisation, reprise économique, confiance retrouvée, marque une nouvelle étape du programme. La question qui s'ouvre désormais concerne la capacité à maintenir cette dynamique sur le long terme, sans qu'elle ne s'effondre sous la pression des aléas du contexte sahélien. Les effets du programme lancé par Ibrahim Traoré se manifestent différemment selon les groupes concernés. Pour les nouvelles unités, NN, la transformation est immédiate. Ces soldats, issus des prisons, découvrent un cadre structuré où discipline, entraînement physique et instruction civique se complètent. Leur intégration crée une cohésion inattendue. Beaucoup témoignent d'un sentiment de dignité retrouvée, rare dans un pays où les trajectoires brisées laissent peu de place aux secondes chances. Sur le terrain, leur motivation renforce la présence de l'État dans des zones où il avait disparu. Cette implication, nourrie par le besoin de prouver leur valeur, contribue à la reconquête progressive des territoires. Le changement est tout aussi perceptible. Dans les villages anciennement abandonnés, la diminution des attaques, notamment les baisses observées sur certains axes stratégiques, permet le retour des marchés, des récoltes et des activités quotidiennes. Les habitants expliquent que la présence des nouvelles unités rassure autant qu'elle réorganise la vie locale. Les familles commençant à envoyer leurs enfants dans les écoles rouvertes, les agriculteurs cultivent des terres auparavant trop dangereuses et certains quartiers reprennent une dynamique collective que l'on croyait perdue. Cette stabilisation ne gomme pas toutes les craintes, mais elle ouvre un espace de respiration essentiel. La réforme constitue une rupture totale avec leur situation antérieure. Leur passage du statut de marginal à celui d'acteur de la sécurité crée un basculement identitaire. Le taux de récidive, tombé à 0 dans les premiers mois, reflète l'impact psychologique de cette réinsertion active. La charge de responsabilité renforce leur engagement. Certains deviennent des figures locales,
prenant part à des actions civiles telles que celles que la réparation d'infrastructures ou la protection des récoltes. Cette dynamique recompose les perceptions sociales de la faute, ouvrant un espace où l'utilité prime sur la condamnation. Les répercussions sont également mesurables. La hausse de 21% de la production agricole dans les zones stabilisées témoigne d'une relance structurelle. Les marchés reprennent leur activité. Les routes se sécurisent, ce qui facilite le transport des biens et le commerce régional. La fermeture de plusieurs prisons produit des économies substantielles, réorientées vers les infrastructures et les services publics. Le paysage économique commence à changer. Le pays, autrefois paralysé, retrouve un mouvement interne indispensable à sa reconstruction. Cette redistribution des ressources montre que la réforme dépasse largement le cadre militaire pour s'étendre à la gestion budgétaire et au développement. Au total, ces 4 dynamiques, unité nouvelle, population civile, ex-détenus et économie locale, forment un ensemble cohérent qui illustre comment un décret peut recomposer un pays. Le programme, malgré ses risques, démontre qu'une stratégie fondée sur la réhabilitation peut engendrer des effets profonds et transversaux, à condition que la cohésion interne se maintienne. Dans les mois à venir, 3 trajectoires possibles se dessinent pour le programme lancé par Ibrahim Traoré. Chacune repose sur les dynamiques déjà observées, mais aussi sur les tensions latentes qui pourraient modifier soudainement l'équilibre retrouvé. Le pays se trouve à un moment critique, où les avancées concrètes doivent désormais affronter l'épreuve du temps, de la discipline et des aléas sécuritaires du Sahel. Pour introduire cette idée, il peut être utile d'évoquer scénario de base. Dans cette configuration, la cohésion au sein des nouvelles unités se maintient. Les ex-détenus poursuivent leur intégration aux côtés de l'armée régulière, et les zones stabilisées demeurent relativement sécurisées. Les marchés continuent de fonctionner, la production agricole reste soutenue, et les déplacements s'intensifient dans les régions auparavant dangereuses. Les villages qui avaient amorcé leur reconstruction consolident leurs progrès. L'État réalloue progressivement les économies générées par la fermeture des prisons vers l'infrastructure et la gestion des services publics. Dans ce scénario, le Burkina Faso avance prudemment, mais régulièrement vers une stabilité maîtrisée. Pour introduire cette idée, il peut être utile d'évoquer scénario optimiste. Ici, l'effet d'entraînement dépasse les frontières nationales. Le modèle fondé sur la réhabilitation active attire l'attention du Mali et du Niger, qui cherchent aussi à renforcer leur système de défense tout en réorganisant leur structure interne. Le Burkina Faso pourrait devenir un pôle régional de formation, où certaines unités d'ex-détenus encadrent de nouveaux contingents venus de pays voisins. Une doctrine de sécurité commune pourrait émerger, offrant au Sahel une capacité d'autonomie inédite vis-à-vis des soutiens extérieurs. Les zones stabilisées s'étendant, l'économie rurale se raffermit et la coopération régionale réduit la perméabilité des frontières. La réforme initiée par Ibrahim Traoré se transformerait alors en un modèle exportable. Pour introduire cette idée, il peut être utile d'évoquer scénario pessimiste. Dans l'hypothèse la plus fragile, la discipline se fissure. Des tensions internes apparaissent parmi les nouvelles unités, alimentées par des frustrations, des rivalités ou une fatigue accumulée. La confiance des villages se fragilise à nouveau. Certaines zones replongent dans l'instabilité et les groupes armés tentent de reconquérir des positions perdues. L'économie, encore dépendante de la sécurité locale, se contracte. Des critiques nationales et internationales reviennent en force, pointant les risques d'un modèle reposant sur une cohésion incertaine. Les acquis du programme pourraient alors se déliter, mettant en péril l'ensemble de la trajectoire engagée. À travers ces 3 voies possibles, une seule recommandation intellectuelle s'impose. Pensez les prochains mois non comme un résultat acquis, mais comme un test continu de cohésion, de discipline et de gestion collective. Pour comprendre pleinement la portée du programme initié par Ibrahim Traoré, il faut se tourner vers celles et ceux qui n'apparaissent pas dans les rapports officiels, les individus ordinaires
répartis en 3 groupes dont les expériences traduisent l'impact réel de la réforme. Le premier groupe, les habitants des zones rurales, A, vit cette transformation de la manière la plus directe. Pour eux, la stabilisation progressive des villages signifie la possibilité de reprendre une vie quotidienne qui semblait perdue. Cultiver la terre, se rendre au marché, envoyer les enfants à l'école. Leur perception n'est pas théorique. Elle s'ancre dans la disparition progressive de la peur et le retour de gestes essentiels. Le deuxième groupe, les citadins et les classes moyennes, B, ressent les effets de manière plus diffuse. Ils observent la diminution des tensions dans certaines régions, constatent le redéploiement administratif issu des économies liées à la fermeture de prisons et perçoivent un changement dans la façon dont l'État tente de redéfinir son rôle. Même à distance, ils comprennent que la stabilité du pays dépend désormais d'un modèle où réhabilitation et discipline se complètent. Cette prise de conscience nourrit à la fois un espoir prudent et une interrogation sur la durabilité du processus. Le troisième groupe, la diaspora et les observateurs extérieurs. C regarde ce modèle avec une attention particulière. Leur intérêt ne porte pas seulement sur les résultats immédiats, mais sur ce qu'ils représentent pour l'Afrique de l'Ouest. La possibilité qu'une approche radicale, née d'une crise extrême, devienne une référence alternative. Pour eux, la stratégie d'Ibrahim Traoré ouvre un débat sur la capacité des nations à réinventer leur système de justice lorsque les structures classiques atteignent leurs limites. Ainsi, que l'on vive au cœur des zones stabilisées, dans les capitales ou au-delà des frontières, l'expérience burkinabé résonne comme un rappel. La reconstruction d'un pays commence toujours par la reconstruction de ses liens sociaux. Pour que la réforme engagée par Ibrahim Traoré ne demeure pas une parenthèse, mais devienne une méthode durable, un cadre d'action structuré doit être posé. Ce cadre repose sur plusieurs étapes cohérentes permettant d'assurer la continuité, la discipline et la mesurabilité du programme tout en limitant les risques d'essoufflement à long terme. Pour introduire cette idée, il peut être utile d'évoquer étape 1, unifier la formation. Les centres d'entraînement doivent passer sous une double tutelle militaire et civile afin de garantir une cohérence pédagogique et disciplinaire. L'armée encadre la technique et la sécurité, tandis que des instructeurs civils assurent l'éducation civique. La mesure de réussite repose sur la régularité des sessions et la stabilité comportementale des nouvelles unités. Étape 2. Intégrer l'éducation civique à l'ensemble du système étatique. Les écoles, administrations locales et institutions publiques doivent adopter des modules de responsabilité collective, de dignité et de cohésion. L'objectif est de diffuser les principes qui ont soutenu le programme, afin que la réhabilitation ne soit pas uniquement militaire, mais culturelle. Les progrès se mesurent par des enquêtes communautaires et des indicateurs de participation. Étape 3. Mutualiser les efforts de sécurité avec le Mali et le Niger. Créer un corridor de coopération régionale permettrait d'harmoniser les stratégies de défense et de réduire la pression frontalière. Des unités mixtes pourraient mener des opérations coordonnées. Le succès se mesure à la stabilisation des zones frontalières et à la réduction des incursions armées. Pour poursuivre cette idée, il peut être utile d'évoquer étape 4. Introduire des indicateurs vérifiables. Récidive, reconquête territoriale, réouverture des marchés, évolution agricole. Chaque donnée doit être suivie de manière régulière, publiée et ajustée. Ce système de mesure empêche les dérives et inscrit le programme dans une logique de transparence. En consolidant ces 4 étapes, le Burkina Faso disposerait d'un modèle capable de transformer une initiative urgente en stratégie durable. Lorsque l'on revient aux villages évoqués plus tôt, ceux où d'anciens détenus avaient rouvert un marché, réparé un point d'eau ou simplement tenu une ligne de surveillance oubliée,
On comprend que la réforme menée par Ibrahim Traoré dépasse la seule logique de sécurité. Ces lieux, autrefois marqués par la peur et l'abandon, sont devenus les symboles concrets d'une idée simple. Un pays peut se relever lorsque ceux qui en étaient exclus deviennent, paradoxalement, les premiers artisans de sa renaissance. Le retour à ces microcases du début n'est pas anodin. Elle rappelle que les transformations durables naissent rarement d'actions massives, mais d'une accumulation de gestes modestes, répétés jour après jour. Là où les habitants n'osaient plus sortir, ils traversent désormais leur hameau avec une confiance fragile mais réelle. Ce changement d'atmosphère, presque imperceptible vu de loin, constitue pourtant le cœur de ce programme. Une reconstruction lente, tenace, enracinée dans le quotidien. Et même si l'avenir reste incertain, une vérité demeure à la surface de ces villages reconstruits. La dignité peut renaître partout. L'expérience du Burkina Faso montre qu'une nation peut parfois se réinventer en prenant des chemins que l'on croyait impossibles. Le programme mené par Ibrahim Traoré, avec ses réussites visibles et ses zones d'ombre encore ouvertes, révèle surtout une idée fondamentale. La transformation collective ne repose pas uniquement sur les décisions politiques, mais sur la capacité d'une société à redonner une place à ceux qu'elle avait mis à l'écart. Dans les villages stabilisés comme dans les capitales plus lointaines, cette dynamique s'est traduite par un retour progressif de la confiance, une réorganisation des liens sociaux et un sentiment renouvelé d'appartenance.